Grande table des Bienvenue autour de votre grande table des idées. Voilà l'été pour cette dernière émission Grande table des idées. Nous souhaitions revenir avec vous sur un enjeu majeur du temps, de l'époque, le réchauffement climatique et la sauvegarde de l'environnement, notre bien commun, avec deux voix, deux gardiennes de la biodiversité, deux lanceuses d'alerte. La biologiste et endocrinologue Barbara Domenex, directrice de recherche au CNRS, médaille de l'innovation en 2014, professeure au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, auteur tout récemment de Comment les énergies fossiles détruisent notre santé, le climat et la biodiversité, paru chez Odile Jacob. Bonjour Barbara. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, la journaliste et réalisatrice Marie-Monique Robin, prix Albert Londres pour voleur d'organes en 95, prix Rachel Carson en 2009 pour Le Monde selon Monsanto, ce scandale qu'elle a contribué à révéler. Elle a publié cette année La fabrique des pandémies ou Pourquoi préserver la biodiversité est devenu un impératif pour la santé planétaire. Un livre paru à la découverte, suivi d'un film sorti en salle le mois dernier. La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent. Plus on déforeste, plus on perd de biodiversité, plus on a d'épidémies. C'est la fabrique des pandémies. La science, les publications ont montré quand même que les épidémies, elles étaient de plus en plus fréquentes. Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan? Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres. It's us that are to blame, not the animals. Les chauves-souris ont un rôle à jouer dans la nature. Alors, si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nous humains? Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. We have to change, and now is the time. And you want to say, motherfuckers, move your ass! Et bonjour Marie-Monique Robin, bonjour. Bienvenue à vous autour de cette grande table des idées. Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons ensemble sur les livres qui ont éveillé vos consciences, des lectures qui vous semblent nécessaires pour comprendre et prendre conscience des enjeux du moment. Mais d'abord, revenons sur vos deux livres parus cette année qui se croisent, qui en disent long aussi sur vos parcours respectifs, sur l'engagement de vos vies. Comment les énergies fossiles détruisent notre santé, le climat et la biodiversité. Pour vous, Barbara Domenex chez Odile Jacob et La fabrique des pandémies. Avec vous, Marie-Monique Robin, dont on vient d'entendre un extrait de la version film-cinéma de cette enquête que vous avez menée. Comment ça s'est passé à l'origine de ce film et de ce livre? Il y a des chercheurs que vous avez rencontrés, avec qui vous avez discuté et qui tirent aujourd'hui vraiment la sonnette d'alarme sur le lien direct entre la crise de la biodiversité et la crise sanitaire, ces crises sanitaires que nous vivons à répétition. Est-ce que c'était une surprise pour vous, ce lien qui a été fait? Oui, tout à fait, en fait, parce que je travaille depuis très longtemps sur le lien entre environnement et santé, les perturbateurs endocriniens, les plastiques, enfin, depuis des années. Et donc, à chaque fois, la biodiversité, c'était un peu la victime des agissements des multinationales comme Monsanto, dont vous venez de parler, mais aussi de l'industrie pharmaceutique, etc. Mais j'avais jamais imaginé qu'il y ait un lien aussi direct entre la biodiversité et la santé, évidemment, et la destruction de la biodiversité et l'émergence des maladies infectieuses. Et j'ai découvert ces centaines d'études, parce que pour le livre, j'ai interviewé une centaine de scientifiques, j'en ai gardé 62. Donc les études existaient. Ah oui, mais il y avait un silence elles dessus. Et oui, D'accord. oui, parce que bon, vous savez, c'est souvent des écologues de la santé qui ont produit ces travaux. Donc ils sont parasitologues, ils sont infectiologues, mais ils se revendiquent de cette nouvelle discipline chapeau, je dirais la disease ecology en anglais. Et donc c'est aussi la science des interactions écologiques. Et donc qui dit interaction, ça veut dire un peu, vous savez, le diable est dans le détail. C'est comment ça interagit, mais il faut prendre un peu de temps. Vous voyez, par exemple, très, très, très rapidement, on sait que dans les forêts tropicales, il y a beaucoup d'animaux sauvages, donc il y a beaucoup de micro-organismes. C'est normal, ils font partie de la biodiversité. Donc certains sont potentiellement dangereux pour les humains. Alors on se dit, on va raser toutes les forêts, on va détruire les chauves-souris, les rongeurs, les primates, et on va régler le problème. Mais c'est tout le contraire. Ce que montrent ces scientifiques notamment, et pour moi, ça a été absolument capital. C'est ce qu'ils appellent un mécanisme qu'ils appellent l'effet dilution. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça montre qu'en fait, la diversité protège, réduit le risque infectieux. C'est tout le contraire, enfin, c'est même contre-intuitif. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup d'agents pathogènes potentiellement dangereux dans une forêt tropicale, mais il y a un équilibre qui est là et qui fait que tout agit à bas bruit. Quand on commence à modifier cet écosystème, c'est là qu'on se met en danger et qu'on augmente le risque. Et cet effet dilution est par exemple un mécanisme tout à fait méconnu du grand public, évidemment, mais aussi des
des hommes et femmes politiques, parce que ça a des implications, évidemment, en termes d'aménagement du territoire, de la ville, vous voyez. Et donc, pour moi, ça a été une grande découverte. Et ça a même fini, dans toute ma carrière depuis maintenant presque 40 ans, c'était comme la dernière pièce d'un puzzle qui me manquait et qui a fait qu'à un moment, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai tout là, vous voyez. Et il ressemble à quoi ce puzzle alors maintenant? Je pense que véritablement, je ne l'aurais pas dit il y a 10 ans, mais je dirais aujourd'hui, je ne sais pas ce que Barbara va dire, que nous sommes, nous les humains, cette petite espèce vertébrée, mammifère, qui est une espèce parmi d'autres, nous sommes véritablement en train de détruire notre maison commune, qui est notamment la biodiversité, hein, par toutes nos actions sur l'environnement, ce soit par des pratiques agricoles qui sont absolument désastreuses, la globalisation, etc. Les pollutions multiples, hein, qui sont présentes, y compris dans nos propres corps. Nous avons tous des PCB, de la dioxine, etc. Et nous sommes en train véritablement de mettre en danger, très clairement, la survie de notre espèce. Voilà. Et là, aujourd'hui, je le dis, je ne l'aurais pas dit comme ça il y a 10 ans. J'en suis vraiment convaincue. Et moi, en tant que mère de famille, là, je vous parle en tant que mère de famille, pas en tant que réalisatrice, écrivaine, je suis vraiment très inquiète pour l'avenir de nos enfants. Et je ne dis même pas nos petits-enfants. Oui. Voilà, donc c'est à la fois l'habitabilité de ce monde qui est menacé pour vous aujourd'hui, l'avenir de cette planète, et puis peut-être tout simplement, ou plus largement aussi, celle de l'humanité à l'intérieur et sur cette planète que vous évoquez et qui est en danger aujourd'hui. Vous le disiez, grande découverte pour vous, ce lien à travers toutes ces études entre la biodiversité et la santé, notre santé, et en même temps confirmation, prolongement avec vos précédentes enquêtes, vos précédents travaux, je le rappelle, Le Monde selon Monsanto, Les moissons du futur, tout ce que vous avez pu étudier jusque-là. Notre poison quotidien, qui était vraiment sur les perturbateurs endocriniens en 2011, et qui était vraiment... Perturbateurs endocriniens, on se tourne vers Barbara Domenech tout de suite, internationalement reconnue pour ses travaux, justement, et votre livre fait le lien, là encore, avec la santé. C'est vrai qu'on parle beaucoup des énergies fossiles, surtout en ce moment, en période de guerre de la Russie en Ukraine. On en parle beaucoup d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique, comme une ressource qu'on questionne. Mais là, vous abordez justement cette question essentielle, urgente, d'une autre manière, et ce lien-là avec la santé, vous le faites directement. Et vous nous amenez à réfléchir à ça. Oui, effectivement. J'ai écrit ce livre parce que il faut que les gens sachent le lien entre les énergies fossiles et les trois menaces qui nous pendent au nez quotidiennement, évidemment le réchauffement climatique, mais aussi la perte de la biodiversité et la pollution chimique. Et ceci dans les perturbateurs endocriniens qui sont absolument cruciaux. Theo Colben, que je cite, a parlé que le fait que le réchauffement climatique allait sans doute dépasser la pollution chimique et finir notre espèce avant le changement climatique. Et je pense qu'elle a raison un peu, c'est inconnu en ce moment, mais je pense que la pollution chimique dans les perturbateurs endocriniens sont responsables de le fait, il y a la baisse de fertilité, il y a l'obésité, il y a le diabète de type 1 et 2, il y a plusieurs maladies qui sont non communicatives, qui sont associées à des perturbateurs endocriniens. Ce qu'on appelle souvent les nouvelles maladies aussi, aujourd'hui, qui sont en train de se jouer. Et ce que vous dites, c'est que la pollution chimique ne touche pas que les sols, elle touche nos corps, elle entre dans nos corps. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une période, dans un règne du trop, Barbara Domenech, trop surconsommation, trop d'énergie, trop d'utilisation. Et on est en train d'atteindre les limites. On a commencé à les dépasser, ce qui n'était pas anticipé ni prévu aujourd'hui. Aujourd'hui, selon Joanne Rockström, on a dépassé les 3 limites
évidemment, le taux de CO2 dans l'atmosphère, la perte de la biodiversité, qui était autrefois un par an, et maintenant, c'est plusieurs espèces par an. Et évidemment, l'équilibre azote qui est dû aux fertilisants chimiques. Et j'ai une section dans mon livre qui parle exactement de ça. Et évidemment, Haber et Bosch étaient poussés par la Première Guerre mondiale pour faire une méthode de fixation et évidemment de l'azote. Et évidemment, ça peut être utilisé aujourd'hui pour faire des explosions explosives. Et c'est absolument... inquiétant, ce que vous dites. Ce signal lancé que vous évoquez, cette idée du concept de limite planétaire dépassée, évoqué par le scientifique Johan Rockström, c'était déjà en 2009. On est aujourd'hui en 2022, donc maintenant, 13 ans plus tard, on est là, face à cela. Et vous dites, Marie-Monique Robin aussi, que cette pandémie que nous avons vécue, cette pandémie de Covid, n'est peut-être que la première, pas la dernière, j'allais y arriver, d'une longue série de pandémies à venir. Il y a déjà eu le chikungunya, la dengue, l'Ebola, on a connu déjà d'autres pandémies. Le sida est une maladie infectieuse émergente aussi. Mais ce qui est intéressant à travers l'exemple de la Covid-19, finalement, et ça aussi pour moi, ça a été une grande découverte, c'est de voir que d'un côté, quand on détruit la biodiversité dans les zones tropicales, on fait émerger des virus qui étaient là depuis la nuit des temps et qui n'embêtaient personne, n'est-ce pas ? Mais que quand on l'a détruite chez nous et qu'on rajoute à ça toutes les formes de pollution, dont celle des perturbateurs endocriniens, évidemment. Moi, Théo Colborn, j'ai passé une journée avec elle, je me rappelle, en 2009. Elle avait une vision déjà de tout ça, comment tout est lié. Hein. Et finalement, on se rend compte que les facteurs de comorbidité de la Covid-19, ce sont précisément ces maladies non transmissibles chroniques qui sont dues à toute cette pollution chimique qui s'est développée massivement depuis, en gros, la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, on est vraiment là à la croisée des chemins. Et ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'avec la Covid-19, ça sera un vrai coup de semence, quoi. C'est-à-dire qu'on se dise, on a un double fardeau sanitaire aujourd'hui qui pèse sur nous à l'époque de l'Anthropocène. Hein. C'est d'un côté l'explosion des maladies non transmissibles, chroniques, qui frappent toutes les familles. J'ajoute là-dedans d'ailleurs aussi bien les maladies de Crohn que, vous voyez, les allergies alimentaires, etc. Et toutes les maladies que vient de décrire Barbara, évidemment, et toutes ces maladies chroniques, les cancers évidemment aussi. D'un autre côté, les maladies infectieuses, dont la liste est très longue, parce que ça aussi, pour moi, ça a été une découverte. La liste est très, très longue depuis 30 ou 40 ans de toutes ces maladies qui, parfois, sont restées localisées en Asie parce que avant le grand emballement, vous voyez, l'accélération qui fait qu'aujourd'hui, on voyage tellement que les virus voyagent avec nous, n'est-ce pas ? Mais la liste est très longue. Donc, voilà. Et parmi ces facteurs d'émergence de ces maladies infectieuses, il y a des facteurs très, très concrets comme la déforestation. C'est le premier facteur. C'est le premier facteur, la déforestation. Ouais. C'est évidemment important parce que c'est dans les zones tropicales, on a beaucoup donc d'agents pathogènes potentiellement dangereux. Donc la déforestation, c'est le premier. Et là, évidemment, toutes nos activités anthropiques ont un rôle très, très important. Hein. Aussi bien le fait qu'on fasse des monocultures de soja en Amérique latine pour nourrir les élevages intensifs européens, ça contribue à ça. Mais l'exploitation des mines, les palmiers à huile, etc. Oui. L'élevage intensif est un deuxième facteur important qui joue le rôle d'amplificateur. Quand un virus débarque dans un élevage intensif où tous les animaux sont génétiquement similaires, évidemment, c'est une vraie bombe biologique. Et la globalisation qui fait que ça voyage. Vous voyez. Donc, ce sont ces mêmes facteurs qui contribuent aussi au dérèglement climatique et à l'extinction de la biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un puissant levier, là, si les hommes et femmes politiques nous écoutaient, pour se dire, on sait ce qu'il faut faire, et si on prend les bonnes mesures, c'est du gagnant, 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 c'est du win-win-win, vous voyez. Mais pourquoi ils ne vous écoutent pas ? C'est le mais que vous étiez en train de mettre en avant. Si les hommes politiques nous écoutaient, pourquoi ? Aujourd'hui, sur France Culture même, il y a eu une émission où les nouvelles ont parlé du fait que la France ne fait pas assez pour le réchauffement climatique.
Et Oui, une décision judiciaire qui vient rappeler à la France ses engagements qui ne sont pas respectés jusque-là. Oui. Et c'est vrai qu'ils avaient été annoncés en grande pompe, Oui. notamment au moment de la COP21 en France. Et la ils ne sont pas voiture respectés. électrique n'est pas une solution. Il Il faut quoi comme solution? Des solutions beaucoup plus radicales? Oui. Mais ça commence encore et toujours par une prise de conscience. On refuse de voir ce qui est en train de se jouer. Oui, je pense qu'on refuse de voir. C'est pour ça que... sorry. Je suis assèche. Mais... Sur le fait qu'on ne voit pas, pour vous, ou sur les solutions qui ne sont pas entendues? Les solutions, évidemment, les solutions, c'est évidemment la permaculture, l'agriculture soutenable, et peu de gens savent. Et il y a l'espoir qu'il y ait une voiture à hydrogène qui arrive sur le marché. Mais c'est encore loin. Et je pense que c'est l'agriculture soutenable qui doit être mise en première, évidemment. Vous travaillez sur quoi, vous, directement, aujourd'hui, Barbara Domenech? Qu'est-ce que vous cherchez? Sur les perturbateurs endocriniens. Toujours. Oui. Et on a montré dans notre dernier papier, dans Science, le retard de langage qui est causé par 8 substances chimiques présentes dans le fluide amniotique des mères. Et donc, et un retard de langage qui reflète un retard cognitif à 7 ans et à toute la vie. Voilà le constat qui est quand même drastique ou dramatique sur cette question de pourquoi on ne vous entend pas depuis le temps l'une et l'autre, et pas seulement que vous mettez en garde, que vous alertez, que vous prévenez. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solutions plus radicales qui sont mises en œuvre pour vous? Parce qu'il faut mettre en cause un modèle économique dominant. C'est vraiment la seule solution. Moi, je me souviens quand j'ai fait notre reposant quotidien, donc sur les perturbateurs endocriniens, j'ai été auditionnée par le Sénat, par un sénateur qui avait bien lu mon livre, avec des stickers partout, et qui me dit: vous faites quoi comme recommandation, Madame Robin? Comment on fait maintenant? Oui, j'ai dit, je pense qu'il faut interdire les perturbateurs endocriniens, parce que comme ils agissent encore plus fort à des très faibles doses, on ne peut pas réguler les perturbateurs endocriniens. Ils sont très dangereux à de très faibles doses. Donc il faut les interdire. Et là, il m'a répondu, je me souviens très bien, il m'a répondu, mais on ne peut pas, parce que va faire l'industrie? Donc il y a un moment où il faut qu'on soit clair. Soit on a des agences comme les agences françaises ou européennes qui protègent la santé des consommateurs ou qui protègent les intérêts des industriels. Et là, pour l'instant, il faut quand même reconnaître que la réglementation en cours protège surtout les intérêts privés des multinationales. Oui, exactement. Et il faut véritablement refaire une refonte totale de la manière de mettre sur le marché ces produits, et en se disant, notre objectif, c'est de protéger les citoyens, ce n'est pas de protéger les grandes entreprises. Voilà. Alors, c'est difficile pour beaucoup d'hommes politiques à entendre, parce qu'il faut du courage politique pour ça. Et il faut cette vision globale, qui est d'ailleurs promue par les scientifiques de mon livre, n'est-ce pas, qui disent il faut véritablement avoir cette vision globale où on se dit, on sort de la logique des silos où chacun est dans sa case, et on pense global, on rapproche toutes ces informations. Barbara a fait un boulot magnifique, il y a plein de scientifiques qui font un travail magnifique, et on prend les bonnes mesures dans l'intérêt général. Et si on ne le fait pas, nous aurons à payer cette énorme dette qui va faire que les conditions de vie sur cette planète vont être de plus en plus difficiles. Et moi, je le dis aux hommes et aux femmes politiques, ils auront leur part de responsabilité là-dedans. C'est intéressant d'ailleurs, Barbara Domenech, comment vous en faites aussi un enjeu démocratique. Et peut-être vous devriez aller voir les sénateurs, les députés, avec cette étude qui raconte comment l'environnement, cette pollution, attaque à la fois nos corps, mais aussi nos cerveaux. Et que l'intelligence, aujourd'hui, est presque un bien, dites-vous, en voie de disparition. Il faudrait arriver avec cette étude et montrer comment le QI est en train de baisser aussi. Exactement. Et ceux de leurs enfants. Et les substances chimiques doivent être groupées pour mieux catégoriser les produits chimiques. Par exemple, le BPA a été remplacé largement par le BPS et le BPF. Et l'EFSA
a produit récemment un rapport L'Agence française pour la santé, l'AFSA. Hein. Oui, non, oui. Non. L'Agence européenne pour la sécurité alimentaire. D'accord. Et alimentaire. Et il a écrit un rapport disant que le taux de BPA dans les aliments doit être diminué de 100 000 fois. Mais c'est encore pas dans la législation et ça doit être immédiatement. Et, bon, c'est les plastiques, le BPA est utilisé dans... Le bisphénol A. Oui, le bisphénol A a été utilisé autrefois dans les aliments, mais c'est interdit maintenant en France. Mais... Voilà la nécessité aussi, comme vous le rappelez, Marie-Monique Robin, à votre tour, de penser, de créer une écologie de la santé. Oui, c'est tout un ensemble qu'il faut maintenant imaginer à travers ce concept. Sur la santé unique. Ouais. Ce qui suppose une transdisciplinarité, parce qu'on a besoin des climatologues, on a besoin des endocrinologues, on a besoin des anthropologues, enfin voilà, on a besoin de tous ces gens-là qui soient réunis autour de la table, si je peux me permettre, pour prendre des bonnes mesures. Et ça, c'est un enjeu absolument capital si on veut sortir de cette impasse. Aujourd'hui, c'est vous qu'on a choisi de réunir autour de cette table pour que vous nous donniez aussi des conseils de lecture pour aider à provoquer cette réaction, cette prise de conscience. Avec nous, la biologiste Barbara Demenex, auteure de Comment les énergies fossiles détruisent notre santé, le climat et la biodiversité chez Odile Jacob, et la journaliste réalisatrice Marie-Monique Robin. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. 13h17 pour cette dernière grande table des idées de la saison. Nous vous avons donc demandé de venir nous parler des livres qui ont éveillé votre conscience. Mais d'abord, le traditionnel choix de lecture du programmateur de la grande table des idées. Toute l'année, il a invité, pour vous les faire découvrir, des intellectuels, des penseurs, des chercheurs, des journalistes enquêteurs. Pour cette dernière émission de la saison, il a choisi de mettre en avant un essai d'un auteur qui se fait très très discret, qui n'aime pas trop les interviews, mais qu'il faut absolument connaître. Pourquoi ? Lucas Bretonnier nous dit tout. Bonjour Lucas. Bonjour Olivia, bonjour à tous. De qui allez-vous nous parler alors ? Ce mystérieux auteur s'appelle Byung-Chul Han. Il est allemand, c'est un philosophe allemand. Il est d'origine sud-coréenne, d'où son nom. Il a publié chez Actes Sud en janvier un court mais magnifique essai qui s'appelle « La fin des choses ». C'est un peu de circonstance puisque c'est la fin de la saison aujourd'hui à la grande table. La fin des choses, et dans lequel il s'interroge sur les conséquences sur nos manières de vivre, sur notre sensibilité, de la dématérialisation du monde, de la numérisation en marche. C'est vrai que les écrans ont en partie remplacé les objets. Nos smartphones contiennent une montre, un agenda, un carnet de notes, un appareil photo, des journaux, une radio même. Je ne sais pas, Olivia, si vous avez encore un transistor. Mais ça se fait rare. Dans mon téléphone. Voilà, dans votre téléphone. Et dans ma salle de bain. Bref, autant d'objets qui ont un peu disparu de notre environnement. Or, ces objets, ces choses plutôt, comme il les appelle, conditionnent notre rapport au monde. Il l'écrit dès l'entame du livre. L'ordre terrien, l'ordre de la Terre, est constitué de choses qui prennent une forme durable et offrent un environnement stable à l'habitat. Les choses sont des pôles de repos du monde, selon Byung-Chul Han. Évidemment, ces choses sur lesquelles le temps a prise s'abîment, s'érodent, se patinent, parfois se cassent ou disparaissent, nous obligeant à un petit travail de deuil. Parfois, au contraire, elles nous survivent. Mais dans tous les cas, elles nous renvoient à notre propre finitude, à une forme d'humilité. Elles contiennent aussi les sentiments et les souvenirs que ces propriétaires successifs ont projetés sur elles. Ainsi, les choses ne sont pas inanimées, elles vivent, elles représentent une forme d'altérité avec laquelle nous devons composer. Mais rien de tout ça avec les écrans. La numérisation déréalise et désincarne le monde, déplore le philosophe. Nous n'habitons plus la terre et le ciel, dit-il, nous habitons Google Earth et le cloud. Le monde devient de plus en plus insaisissable, nuageux et spectral. Rien n'est plus ni tenable, ni tangible. L'ordre terrestre nous est devenu indifférent.
Selon lui, les choses ont été comme recouvertes d'une pellicule de données, nappées de data pour être numérisées, instaurant finalement une espèce de filtre entre nous et les choses, entre nous et le monde. À l'en croire, nous serions désensibilisés à notre environnement, mais en plus, à force de swiper, vous savez, ce geste qui consiste à balayer le contenu de nos écrans d'un autoritaire et frénétique mouvement de l'index, nous risquons de devenir de petits tyrans. Sourds à l'altérité des choses, c'est de notre empathie, de notre capacité à communiquer avec le reste du monde, dont nous serions privés. Le smartphone, cet objet narcissique, écrit-il, entraîne la disparition de l'autre. Vous l'aurez remarqué, Byung-Chul Han est un peu pessimiste. On n'est pas obligé de partager toute sa mélancolie et on peut reconnaître bien sûr qu'Internet et les écrans ont aussi des vertus. Mais il faut bien admettre qu'il vise juste avec ce livre sensible, qui parvient à saisir l'air du temps et ses périls, et qui m'amène, Barbara Domenech et Marie-Monique Robin, à vous poser une question. Selon vous, notre insuffisante et tardive prise de conscience face au péril écologique n'est-il pas en partie lié au fait que nous passons en moyenne 5 heures par jour sur nos smartphones, connectés à Internet, mais en fait un peu déconnectés du monde réel? Barbara Domenech. Je pense que le simple fait que Meta est utilisé aujourd'hui pour décrire Facebook est un indice déjà démontré. Et comme dit Hartmut Rosa dans son livre Accélération et Accélération j'ai plus le titre complet non plus, mais Acceleration et Alienation, on ne doit pas être étonné que le fait que le monde est devenu un peu silencieux aux FFO de Greta Thunberg et d'autres personnes qui montrent clairement le fait qu'on doit agir immédiatement. Et c'est une Marie-Monique Robin, ou pardon. Pour moi, c'est un Lucas. aboutissement de tout un long processus qui fait que nous vivons de plus en plus hors sol, comme en agriculture d'ailleurs, déconnectés du monde du vivant. Donc c'est vraiment l'un des grands enjeux, c'est d'arriver à nous reconnecter à la nature. Donc évidemment, moi je pense surtout aux enfants quand je lis ça, parce qu'évidemment nous aussi nous sommes, et moi je dis des enfants qui vont passer 5 heures ou 6 heures sur leurs écrans. Évidemment, c'est moins de temps pour aller dans la nature. D'abord, il n'y en a pas beaucoup de là où ils sont. Enfin, vous voyez. Donc, pour moi, c'est ça. C'est le fait qu'on est de plus en plus hors sol. Et à force d'être hors sol, nous allons être hors tout. C'est-à-dire, on va disparaître, quoi. Vous voyez. Donc, voilà. Et c'est ce que ça m'inspire, moi, en fait. Oui, et le fait d'être exposé prénatalement aux perturbateurs endocriniens et après aux écrans, c'est une double peine, en quelque sorte. Oui, une double peine. On vous a demandé vos conseils de lecture et vous avez toutes les deux, Marie-Monique Robin, Barbara Domenech, choisi un livre particulièrement, une voix qui était très importante pour vous, celle de la biologiste américaine Rachel Carson, auteure de Silent Spring, Printemps silencieux, un ouvrage paru en 1962, premier cri d'alerte au sujet justement des effets désastreux des pesticides sur la vie des oiseaux. Ces poudres et ces aérosols sont maintenant utilisés partout, dans les fermes, les jardins, les forêts et les maisons. Ces substances non sélectives tuent tous les insectes, nuisibles ou non, font taire le chant des oiseaux, recouvrent les feuilles d'une pellicule mortelle et persistent dans les sols. Et tout ceci pour se débarrasser de quelques feuilles ou insectes. Comment peut-on croire que l'on puisse déverser tant de poison sur Terre sans y compromettre la vie? On ne devrait pas les appeler insecticides, mais plutôt biocides. Pourquoi est-ce une voix importante pour vous? Un livre que vous recommandez absolument, Marie-Monique Robin. Pour moi, ça a été une révélation. C'est la première décision de l'impact des pesticides. Il faut se remettre dans le contexte. Son livre sort en 1962. Après la guerre, on a déversé des tonnes de DDT partout. Enfin, et c'était le symbole. C'était l'insecticide miracle. Moi, j'ai vu des archives de la télévision américaine. C'était impressionnant, y compris dans les maisons, dans les rues. Enfin, voilà. Et elle est la première à consulter non seulement des rapports scientifiques qui existaient déjà, mais aussi des citoyens. C'est-à-dire qu'elle est la précurseuse aussi, si j'ose dire, de la science citoyenne. C'est-à-dire qu'elle va consulter
plein de lettres des gens qui disent il y a plus de rouge-gorge, il y a plus de moineaux. Enfin, elle va faire ce travail absolument extraordinaire et ça aura un impact important. Hein. Le livre se vend à 600 000 exemplaires en un mois. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est la première fois que on se dit, bah oui, ces pesticides qui sont vendus comme, vous savez, c'est le progrès, quoi. On va finir par se débarrasser de tous les nuisibles, etc. Eh bien, ça a beaucoup d'impact. Alors, du coup, ça va entraîner la création de l'Agence de l'environnement aux États-Unis, hein, l'interdiction du DDT pour des usages agricoles. Mais en plus, il faut signaler que c'est une femme. Et ça, c'est quand même important. Et quand on relit aujourd'hui Silent Spring, le printemps silencieux qui a failli s'appeler d'ailleurs le silence des oiseaux, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les oiseaux sont vraiment en déclin absolument impressionnant. Eh bien, on se dit, elle avait déjà toutes les questions qu'il fallait se poser à l'époque, et on a perdu beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, quand elle dit, par exemple, comment imaginer qu'un tel déluge de poison ne rende pas malade n'importe quelle forme de vie, eh bien évidemment, 50 ans après, on le voit aujourd'hui, c'est ce qu'on décrit. Oui. Alors c'est intéressant aussi, c'est que parmi les livres que vous avez choisis, Marie-Monique Robin, on en citera deux où vous revenez à la place essentielle de l'arbre en fait dans nos vies et dans nos écosystèmes. Celui de Christopher Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider, question plus juridique, et également Être un chêne de Laurent Tillon, deux livres que vous avez choisi de défendre aujourd'hui. On peut ramener aussi au fait que vous avez choisi deux BD, notamment Barbara de Ménex, parce que c'est un bon passeur aussi de sens et de pédagogie. Alors à la fois Alque verte d'Inès Léraud et de Pierre Van Hove aux éditions Delcourt, et Le monde sans fin, un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Ça, c'est un livre important qui a eu énormément de succès cette année, qui pose la question de la fin qu'évoquait Lucas Bretonnier à l'instant, cette idée, cette notion de finalité aussi, hein, et qui prend un peu à rebours nos idées reçues, notamment sur la question du nucléaire. Oui, effectivement. Mais comme dit plusieurs personnes, je veux regarder la prochaine génération en face. Je veux regarder mes petits-enfants en face. Et en ce moment, je ne peux pas. Et je suis absolument étonnée que plus n'est pas fait. Et je désespère quelque part. Mais je ne dois pas désespérer, je dois lutter et je dois contribuer à... Alors, en 30 secondes, justement, le livre que vous recommandez l'une ou l'autre qui nous aidera à ne pas désespérer, à croire qu'un autre monde est possible. C'est peut-être ça, vers quoi il faut aussi se tourner aujourd'hui, garder l'espoir. Pour moi, The Triumph of Doubt de David Michaels, qui décrit un peu comment s'en sortir. Du changement climatique, etc. Je pense que c'est peut-être ça. Marie-Monique Robin. Alors, moi, j'ai plutôt envie de citer le livre Être un chêne de Laurent Tillon, parce que c'est une autre manière de se dire comment se reconnecter, et c'est magnifique de voir comment il raconte l'histoire de ce chêne de la forêt de Rambouillet qui a 240 ans, et toute son histoire, hein. Le rapport des humains à cet arbre-là, toujours le même, hein. Et puis de voir comment... toute cette petite vie sauvage des animaux, des insectes, des champignons, tout ça interagit. Et ça, c'est magnifique parce qu'il faut aller vers... il faut sortir de cette obsession de la compétition, il faut aller vers la solidarité écologique. Et ça, c'est un bel exemple. Et nous devons, nous aussi, l'appliquer au monde dans lequel nous vivons. Nous devons être solidaires avec le monde du vivant si nous voulons survivre. La solidarité, le partage, autant de valeurs qui ont animé aussi l'équipe de la Grande Table toute cette année, que je tiens à remercier particulièrement après vous deux. Merci, mesdames, d'être venues autour de cette Grande Table des idées pour clore l'année avec nous. Un grand merci à l'équipe de la Grande Table des idées, tout premier Lucas Bretonnier, avec qui vous avez pu faire connaissance, sa voix aujourd'hui dans cette Grande Table, et Laura Dutèche-Pérez, merci. À la Grande Table Culture, c'était Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Toute cette saison, encore plaisir. Merci pour ces belles programmations et ces rencontres que vous nous avez permis de faire. L'équipe des stagiaires précieuses, indispensables, Marie Fraboulet, Osana Chauvin et Mayalène Despio-Couré avec Violaine Malstaff pour la deuxième partie de la saison. Merci aussi aux réalisateurs qui sont passés autour de cette Grande Table tout au long de l'année, Louis-Valentin Faury, Vivian Lecuivre, et puis notre réalisateur, on y met un possessif, Thomas Beau. Un grand merci
merci à lui. À la technique aujourd'hui, c'était Édouard Rubinstein. Demain, je vous laisse en compagnie de Lucille Como pour une grande table critique. Je vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre, bien sûr, mais d'ici là, surtout à partir de lundi, pour la grande table d'été, autre horaire, 12h45. On vous retrouvera à Paris d'abord, puis aux rencontres de la photographie à Arles vendredi et à partir du lundi 11 juillet en direct du Festival d'Avignon. Très bel après-midi à tous sur France Culture.